philosophes et questions contemporaines, l'émission Philosophie de Blandine Kriegel est consacrée à le droit des gens et le droit international, Grotius, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Merci à vous, cher Philippe, et bonjour à tous, chers amis. Alors, Philippe Sinclair à la régie, notre ami Louis à la vidéo. Et donc, aujourd'hui, en effet, eh bien, nous continuons notre investigation. Elle est vraiment d'actualité, n'est-ce pas, sur le droit de la guerre et de la paix. Et nous allons examiner la pensée d'un des fondateurs du droit des gens et du droit international, qui est aujourd'hui tout à fait d'actualité, même s'il est un penseur du XVIIe siècle, contemporain, des grandes guerres, n'est-ce pas, d'abord la guerre entre les Néerlandais et l'Espagne, et surtout la guerre de 30 ans dont il a été à la fin l'un des négociateurs. Donc, nous écoutons, n'est-ce pas, merci cher Alexis, un texte tiré de son grand livre, Le droit de la guerre et de la paix, sur les guerres justes et les guerres injustes. Alexis, on vous écoute. Article du nouveau traité de paix perpétuelle. Article 1. Nul traité de paix ne peut mériter ce nom s'il contient des réserves secrètes qui permettent de recommencer la guerre. Article 2. Nul État, qu'il soit grand ou petit, ce qui est tout à fait indifférent, ne pourra jamais être acquis par un autre État, ni par héritage, ni par échange, ni par achat, ni même par donation. Article 3. Les armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps. Article 4. On ne doit point contracter de dette nationale pour soutenir au dehors les intérêts de l'État. Article 5. Aucun État ne doit s'ingérer de force dans la Constitution ni dans le gouvernement d'un autre État. Article 6. On ne doit pas se permettre dans une guerre des hostilités qui seraient de nature à rendre impossible la confiance réciproque quand il sera question de la paix, que serait l'usage que l'on fait d'assassins ou d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, l'encouragement secret à la rébellion, etc. Section 2, article 1. La constitution civile de chaque État doit être républicaine. La seule constitution qui dérive directement de l'idée de pacte social sur lequel doit se fonder la législation de tout peuple est la constitution républicaine. Elle seule est établie sur des principes compatibles ou conformes aux droits des gens et réglant les relations des peuples ou des États entre eux. Kant, Zum ewigen Frieden, essai philosophique de la paix perpétuelle, 1795. Qu'est-ce qu'on fait ? Chers amis, écoutez, je vous présente toutes nos excuses, car il y a une intervention de texte. Ce texte-là, c'est un texte de Kant, n'est-ce pas, que nous avons préparé pour une autre émission, qui est sur d'ailleurs, qui pourrait évidemment être commenté tout de suite. C'est sur la traité de la guerre perpétuelle possible. Mais en vérité, ce dont nous voulons parler, c'est du texte de Grotius, que nous vous rediffuserons donc ultérieurement, sur les guerres justes et injustes. C'est un texte qui est tiré du droit de la guerre et de la paix. Donc, alors, très rapidement, eh bien, quelques mots, si vous le voulez bien, sur Grotius lui-même, car c'est un personnage extrêmement intéressant. Grotius, Hugo Grotius, 1583-1645. C'est un juriste néerlandais, contemporain justement des grandes guerres qui ont ensanglanté l'Europe, comme je viens de le dire, et surtout la guerre de 30 ans en Europe. Mais aussi, c'était un juriste d'une grande famille de juristes. Il a été l'assistant, en quelque sorte, le second de Van Oldenbarnevelt, qui était le grand pensionnaire de Hollande, qui a lutté avec Maurice de Nassau, car il était un arménien libéral, contre l'orientation tout à fait peu libérale du Statutaire. Et malheureusement, c'est Nassau qui l'a emporté, puisqu'il l'a fait décapiter. Et Grotius, une vie incroyable, n'est-ce pas? Il n'a dû son salut qu'à sa caisse de livres, son coffre de livres dans lequel il s'est caché. On a pu ainsi le faire sortir de son emprisonnement. Après quoi, il est venu en France auprès de Richelieu, et c'est là qu'il a publié Le droit de la guerre et de la paix.
Alors, je dois dire que c'est un homme très important parce qu'il est intervenu dans tous les grands sujets politiques de son temps. D'abord, tout ce qui concernait, au fond, le droit international de la mer, n'est-ce pas? Il a eu une polémique avec John Selden, la mer libre pour lui, et la mer fermée pour les Anglais, mais aussi les rapports du religieux et du politique, et surtout, au fond, son grand traité, le droit de la guerre et de la paix, eh bien, constitue un tournant. Alors, je voudrais très rapidement dégager quelques-unes des orientations, n'est-ce pas, de ce texte sur les guerres justes et injustes, qu'on trouve dans le droit de la guerre et de la paix, des extraits. C'est un gros volume. Un in-folio, au fond, c'est un livre complexe. Eh bien, que dit-il et que devons-nous en retenir aujourd'hui qui nous intéresse? Premièrement, que la guerre, n'est-ce pas, le combat sont absolument liés à la nature de l'homme. Comme il dit, c'est du droit naturel. Et du coup, n'est-ce pas, pourquoi c'est lié à la nature humaine? Parce que, dit-il, c'est tout à fait normal, quand on en veut à votre corps, quand on en veut à votre tête, de se défendre et de défendre sa sûreté. Et vous voyez cette idée du droit de résistance comme droit naturel, et même par les armes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une idée qu'on retrouvera chez Hobbes et dans toute la philosophie politique moderne. Alors, pour lui, c'est le deuxième point, en quelque sorte, de ce droit naturel à la guerre, eh bien, c'est que, en fait, dans l'homme, il y a deux tendances différentes, deux orientations différentes. Il y a une orientation, justement, à la lutte au combat, à se défendre, le droit naturel, comme il l'appelle, mais il y a aussi une autre orientation à la sociabilité. Comme l'avait dit Aristote, l'homme est un animal politique. Et là, dit-il, la sociabilité, ça veut dire la délibération. Et ça encore, ce sont des idées qui vont faire florès, qui ont un avenir dans la philosophie politique classique, ce qu'on appellera la distinction entre le droit naturel et la loi naturelle. Donc, eh bien, première idée fondamentale, si on a le droit naturel de se défendre, il existe des guerres qui sont justes. Alors, deuxièmement, eh bien, la guerre juste... au fond, alors ça, c'est un autre point qui est extrêmement important. Pour lui, une guerre juste, ce n'est absolument pas une guerre de conquête temporelle ou une guerre de religion, n'est-ce pas? Et là, il reprend une idée qu'on trouve déjà chez Vittoria, nous en avons parlé, qu'il n'y a plus ces deux grandes forces médiévales, l'empereur qui aurait l'impérium sur toute la terre, ou l'Église qui aurait le dominium des consciences, le dominium spirituel surtout. Non, tout cela c'est fini, et par conséquent ça, ce ne sont pas des guerres, les guerres de l'empire, guerres de conquête, ou les guerres religieuses, n'est-ce pas, ce ne sont pas des guerres naturelles, donc ce sont des guerres injustes, et par conséquent, eh bien, qu'est-ce qui distingue les guerres justes et injustes? D'abord, la guerre juste, eh bien, c'est une guerre, si vous voulez, qui, au fond, se situe dans la logique des États. Il n'y a pas, s'il n'y a plus d'empire, s'il n'y a plus d'Église universelle, qu'est-ce qui reste comme agent, comme acteur de la politique? Les États, logique interétatique. Et donc la guerre, les guerres justes sont des guerres entre d'État à État, et fondée sur la défense de la société, des intérêts de la société. Donc ce sont des guerres de défense. Alors, je résume, mais ça extrêmement brièvement, parce que c'est beaucoup plus complexe. Il y a aussi une formalisation de la guerre elle-même, n'est-ce pas, une distinction entre ce qu'on appelle le droit à la guerre, là nous avons parlé du droit à la guerre, ius ad bellum, et le droit dans la guerre. Il y a aussi la guerre doit se faire dans des formes, déclarer la guerre, exiger la fin des réparations, ne pas se comporter de façon inique. Donc, Grotius a eu une grande influence, mais il a aussi immédiatement été suivi de critiques, et en particulier, nous les connaissons, n'est-ce pas, les critiques de Jean-Jacques Rousseau, les critiques de Kant, sur lesquelles nous reviendrons. Mais immédiatement, je me tourne vers notre ami Alexandre. Cher Alexandre, est-ce que, au fond, cette conception de la politique qui est celle de l'âge classique, n'est-ce pas, du droit des gens et du droit de la guerre, et des guerres, au fond qu'il y a des guerres justes et des guerres injustes, est-ce que, à votre avis, elle existe aujourd'hui dans le droit international, et est-ce qu'il y a, ça c'est la première question que je vais vous poser. La deuxième, est-ce qu'il y a encore ou non des guerres de conquête et des guerres, si vous voulez, de religieuses? Alexandre, qu'en pensez-vous? Eh bien, Spinoza nous a mis sur le chemin avec sa célèbre apostrophe omnis definitio est negatio. Oui. C'est-à-dire que pour définir les choses, il faut non pas penser
à ces États qui ont fini par se régir par ce que on peut décrire comme l'état de droit, les règles juridiques, mais celles qui ne les connaissent pas. Alors, laissons... Oui, non. Allons plus simple. Oui. Depuis 1945, et après, évidemment, la catastrophe finale des dictatures fascistes, nous n'avons plus connu de guerre mondiale de cette forme-là. Encore que nous ayons connu la guerre froide, mais la guerre froide, justement, c'était une guerre qui a connu ses limitations. Déjà Berlin n'a jamais été prise par les Russes comme ils l'auraient voulu. À un moment donné, au moment de la crise de Berlin, ils ont reculé et Berlin est resté une ville divisée jusqu'à la réunification de l'Allemagne, etc. Alors, pourtant, une région, je vais laisser de côté, bien sûr, les zones totalement, malheureusement, laissées à l'anarchie, en Afrique en particulier, mais elles sont particulières. Ce qui est, par contre, tout à fait incroyable, c'est à quel point, et c'est une remarque que Henry Kissinger, dont je lis le livre absolument génial, qui est son véritable testament, fait à plusieurs reprises, eh bien, tout le système dit de westphalien, c'est-à-dire finalement, en 1648. à partir de ces paix-là, qui sont en fait le plus ou moins la mise sur le même plan de tous les États-nations, même ceux qui sont en développement. Application des idées de Grotius. Alors, toutes ces idées-là se sont petit à petit mises en place, sauf dans une région du monde qui était totalement opposée, c'est-à-dire le monde chinois. Parce que dans le monde chinois, la Chine, comme le dit Henry Kissinger, n'a jamais accepté la logique westphalienne. Il y a la Chine et il y a tout ce qui est autour. Et plus on s'éloigne de la Chine, et plus on est loin de ce qui est voilà. Et donc, pour les Chinois, de ce droit international, le chinois, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est proche de la Chine. Le reste n'a pas d'importance. Et donc, effectivement, les Japonais sont un scandale pour la Chine, puisque ce devrait être une petite Chine. Pas tout à fait, quand même. Les Coréens eux-mêmes... Et pour les Russes, alors ? Les Russes eux-mêmes sont loin, mais dans la mesure où ils ont commencé à vouloir être une puissance asiatique, ils ont fait la guerre en Asie. Finalement, ils ont failli la faire avec la Chine, à plusieurs reprises. Et cela, c'est parce que, au fond, le système asiatique, qui ne refuse absolument le legs westphalien, le système asiatique, est rebelle à tout rapport de juridifié et égalitaire entre les États. Et c'est la raison pour laquelle il n'existe que l'État central, la Chine, et puis tout autour, des satellites. Alors, puisque le Japon a d'abord essayé de se remplacer la Chine, le mot d'ordre, c'était un seul empereur dans le ciel. Donc, c'était l'empereur du Japon. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Et maintenant, c'est la Chine de nouveau qui pense qu'elle est au centre. Mais la Russie, est-ce que la Russie est dans le euro-asiatisme de la Russie, qui est analysé par de bons experts aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus du côté de l'Asie ou plus du côté de l'Europe ? Mais c'est de la bêtise tout ça. Bien sûr que la Russie est européenne. Elle est même totalement européenne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on va en Sibérie, comme ça m'est arrivé, dans la Sibérie la plus extrême, on est toujours en Europe. L'Asie commence après. Et bien entendu, cette Russie européenne, ce débat, elle a utilisé l'eurasiatisme comme une espèce de machine de guerre pour raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas assujettie au système européen et finalement elle y vient. Avec la coexistence pacifique, avec Gorbatchev. Alors c'est vrai que Poutine, ce grand fou, a fait une séance très importante au début de sa carrière, où il a dit, Gorbatchev, il était bon, il était gentil, il a perdu un empire, et il a essayé d'être européen en tout domaine. Eh bien, nous allons faire le verse. Nous avons montré que nous pouvons emmerder les Européens. Je ne sais pas s'il a employé ce mot aussi grossier, mais enfin, il a montré qu'il pouvait les gêner, et alors nous allons aider tout le monde. On va commencer par les Anglais, là, ce Farage qui veut faire le Brexit. On va l'aider. Et puis on va aider tous les autres, les nationalistes allemands qui sont nostalgiques en fait du nazisme, les fascistes européens. C'est pas qu'on les aime, mais on va leur donner de l'argent parce que ça va aider. On va bien entendu aider Marine Le Pen pour avoir évidemment des subventions, etc. Il y a aussi ce jeune Mélenchon là qui à Cuba est un ami. La liste, Alexandre. Mais attendez, Mélenchon, voilà, c'est que en fait les Cubains ils n'ont pas un liard, donc ils soutiennent Mélenchon, mais l'argent il vient quand même de Moscou.
Oui. Bon, mais écoutez, merci Alexandre. Alors, François, je me tourne vers vous. Les guerres justes, les guerres injustes. Comment vous décririez ça, selon la nomenclature de Grotius? Oui, est-ce que vous croyez, comme les néoconservateurs américains, que c'est au fond une ligne passe absolue entre l'empire du bien, et la démocratie, et l'empire du mal? Qu'est-ce que vous en pensez, François? Comment vous lisez ce texte? La question de Gropius, c'est effectivement qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est naturel, et quel droit cela donne. Voilà. Donc, en matière de guerre, sa question, c'est de savoir jusqu'où la nature même de ce qui est menacé, c'est-à-dire des gens, donc gentes, des peuples, des nations, quelle est cette nature et quel droit elle reçoit de la menace, puisque en fait, il faut que la situation soit celle d'une menace qu'il appelle ici un différend, qui donc n'a pas pu être réglé par la délibération, la négociation, la diplomatie. Oui, par la négociation, etc. Question que je trouve très intéressante et qui repose, sans que ça soit précisé, évidemment, sur une appréciation, si on veut. Il faut apprécier qu'on est menacé, et il faut en tirer les conséquences. Alors, il est certain qu'ici, les conséquences portent sur ce qu'il appelle le droit d'agir, et même il précise que dans des cas de ce genre, de guerre, où un peuple est menacé, son droit d'agir dépasse ce qui est habituellement... Oui, en particulier, il a le droit de tuer, il a un droit de meurtre. Oui, mais éventuellement plus que ça, parce qu'il dit que les mœurs habituelles, si on veut, sont complètement débordées. Oui. Alors, je trouve qu'Aristote donne un éclairage supplémentaire à cette question, parce que finalement, il s'agit donc d'un rapport de force, étant donné qu'on a fini avec les débats. Donc, dans un rapport de force, il y a deux forces. Et donc, non seulement on apprécie la force de la menace, c'est-à-dire de l'autre peuple, mais on doit aussi apprécier la force propre qu'on peut lui opposer. Et c'est pourquoi je pense que ces guerres de résistance qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui tiennent au fait que un des belligérants qui est menacé connaît sa force, mais que cette force est au-delà, soit de ce qu'on avait prévu, soit même de ce que ce même peuple avait prévu. Et là, je pense à l'héroïsme surprenant des Ukrainiens qui développent une force qu'ils auraient pu réfréner en se disant « nous ne faisons pas le poids ». Donc, il y a une appréciation du rapport de force, c'est pas simplement de la force de l'ennemi qui nous menace et nous écrase, il y a quelque chose comme la perception d'un rapport. Oui, très bien. Mais alors, ma chère docteur David, je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez été intéressé par la personnalité de Grotius, qui est effectivement un personnage très intéressant, mal connu. C'est pas du tout le philosophe politique le plus connu, mais il a eu un itinéraire extraordinaire. Je ne parle pas des circonstances abracadabrantesques de son évasion, mais du fait que, par exemple, il est venu en France, il a été soutenu par Richelieu. Mais ensuite, les Suédois, n'est-ce pas, ont fait de lui leur ambassadeur pour les négociations de la paix de Westphalie, enfin de la fin de la guerre de 30 ans. Alors, on vous écoute, Marielle. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de son Moi, parcours? Je trouve que Grotius est un personnage romanesque. Tout à fait. Ça serait vraiment quelqu'un sur qui il faut soit écrire, soit faire même un film, parce que c'est tout à fait extraordinaire. C'est effectivement un génie qui se déclare très tôt. Et puis, il va s'intéresser tout de suite aux problèmes de la justice, du droit, de la politique, de la religion, de la poésie. Enfin bon, il a un champ extrêmement vaste. Et puis, il va se marier. Et quand il aura des ennuis, effectivement, c'est sa femme et une personne qui travaille chez lui, qui vont le mettre dans un coffre et puis lui faire traverser une frontière qui va le mettre à l'abri du côté de la France. Alors ça, c'est quand même assez... Par ailleurs, ce que je trouve, c'est que c'est la réussite d'un intellectuel engagé dans le siècle. Tout à fait, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a une pensée, il a une réflexion, mais en même temps, il va avoir la possibilité de faire connaître ses idées et de participer à un certain nombre de nouvelles lois, et en particulier, il y en a une qui me frappe énormément. Elle va se passer en 1614. Ça s'appelle l'édit de tolérance. Oui, il était un apôtre de la tolérance. C'est-à-dire qu'en France, les guerres de religion se terminent en 58, mais
il y a un conflit entre protestants qui se dit, et lui va répondre à ce conflit par cet édit de tolérance. Alors, Alexis, au fond, ma question est extrêmement simple. Au fond, vous savez que entre guerre juste et guerre injuste, les néoconservateurs américains estiment que c'est pas comme ça que les questions se posent. Elles se posent entre empire du bien et empire du mal. Les démocraties contre, par exemple, la Russie aujourd'hui, c'est l'empire du bien contre l'empire du mal. Qu'est-ce que vous nous en dites, puisque vous... Oui, enfin, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, la distinction des guerres justes et des guerres injustes permet d'affiner, comme Grotius nous y invite, cette analyse. Et de ce point de vue-là, il est évident que la qualification de Poutine comme empire du mal est une qualification morale dont on peut tout à fait comprendre la légitimité. Je préfère aujourd'hui, effectivement, comme vous, que l'on qualifie sa guerre en Ukraine, qui est une guerre de dévastation, de guerre injuste. C'est beaucoup plus efficace pour lui répondre et peut-être... Et impériale. Oui, enfin, une guerre injuste et impériale, une guerre de conquête et de destruction, pensée comme telle, mais c'est vrai que dire que c'est l'empire du mal, c'est une essentialisation qui peut-être dépolitise la réponse à ce conflit. Voilà, malheureusement, je crois que le temps imparti est terminé, mais je pense qu'effectivement, il faut garder un cap politique dans l'interprétation des choses, et Grotius nous y aide. Ben vous le dites très bien, et surtout, il ne faut peut-être pas garder l'idée d'empire, n'est-ce pas? L'idée d'empire opposés les uns aux autres, parce qu'on garde l'idée qu'il n'y a que de la force, que du rapport de force. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Et pardonnez-nous encore de cette erreur de texte que nous essaierons de réparer.